les oubliés, c'est nous. C'est nous, à 28 ans sans nouvelles, c'est nous les oubliés. Mais si on n'accompagne pas ces personnes, c'est une manière d'accepter que des personnes soient considérées comme du déchet. Août 2003. En France, 15 000 personnes trouvent la mort, terrassées par une vague de chaleur exceptionnelle. La capitale n'échappe pas à l'hécatombe. Chaque jour, des dizaines de Parisiens meurent de chaud. Les employés des services funéraires de la ville de Paris n'en finissent plus d'amasser des corps. Jamais la capitale n'avait connu pareille situation. Il y a des corps qui sont restés quand même plus d'une semaine, voire 8 jours. Et l'odeur, il y a des gens qui se plaignaient. Devant la multiplication des cadavres, des entrepôts de la région parisienne servent de morgue provisoire. Faute de place, les morts de la canicule sont entassés dans des camions frigorifiques réquisitionnés pour faire face à l'urgence. Donc voilà, on range les corps pour les retrouver immédiatement dès que les familles nous demandent la position des corps. Mais début septembre, 66 morts ne sont toujours pas réclamés par leurs proches. Ceux, malgré la liste de leurs noms, publiée dans le journal Le Parisien du 2 septembre 2003. Les familles absentes sont aussitôt montrées du doigt, livrées en pâture aux médias et aux micro-trottoirs populaires. Je suis outrée et même chagrinée que l'on puisse laisser ses parents ou de sa famille ou même ses amis et qu'il n'y ait personne pour leur rendre un dernier hommage et qu'ils puissent reposer en paix. Et ça, c'est inadmissible. Le mercredi 3 septembre 2003, ceux que l'on a appelés les oubliés de la canicule sont inhumés ici, dans ces divisions du cimetière de Thiais, autrefois appelé Carré des Indigents, l'ex-fosse commune. Des funérailles nationales, célébrées en présence du président de la République, Jacques Chirac, du maire de Paris, Bertrand Delanoë, et des anonymes, en lieu et place des familles. Les familles ont 5 années pour se manifester, et donc auront toujours la possibilité de procéder ensuite à une inhumation, soit parce qu'elles décident de maintenir les corps au cimetière de Thiais, soit au contraire parce qu'elles décident de les faire enterrer ailleurs. Depuis, 9 mois se sont écoulés. Bonjour. Je souhaiterais venir voir la tombe de ma sœur. Oui. Qui est morte dans la canicule. Voilà. Fabienne a du mal à parler de cette sœur qui, enfant, avait été placée de force dans une famille d'accueil par une assistante sociale. Elle refuse de dévoiler son visage et son nom. Je viens pour aller sur la tombe de ma sœur. Oui. Alors effectivement, elle est bien inhumée chez nous, à la division 58, la ligne E et la tombe 4. Sa visite ici est presque clandestine. C'est la première fois que vous venez au cimetière de Thiais ? C'est la première fois que je viens. Ok. Donc c'est une division, comme on a dû vous l'expliquer, en 5 ans gratuits. Bureau à 31. J'ai une dame à la conservation qui se dirige à la division 57 pour retrouver une sépulture. Elle est à pied, tu peux la renseigner ? Erreur, c'est division 58, Patrice. Ok, bien reçu. Voilà, donc on vous attend, hein ? D'accord ? Je vous remercie. Au moment des obsèques des oubliés de la canicule, toute la famille de Fabienne s'est sentie maltraitée, coupable. Il y a tellement de choses qui ont été dites que la démarche est très compliquée. C'était important ? Très important. C'était indispensable, mais en même temps difficile. Difficile parce qu'on apprend qu'on a perdu quelqu'un et parce qu'on a dit tellement de choses fausses, qu'on était qu'on était des gens inhumains, qu'on était partis en vacances.
alors qu'en fait, on n'a jamais été contacté, bien après. Donc ouais, c'est difficile. Difficile de s'approcher de ce carré 58, dit des indigents, quand on a honte et mal. Bonjour monsieur. Je vous emmène. Merci. Voilà, madame. Merci. Tombe L4. Ici, J. Patricia, 44 ans, une oubliée de la canicule. Patricia était enterrée depuis presque 1 mois quand sa famille a été avertie. Fabienne, la plus jeune de ses sœurs, ne l'a jamais connue. Patricia, après son placement, avait rompu toute relation avec sa famille d'origine. Depuis, le silence s'était installé. Qu'est-ce que vous ressentez là? C'est très dur parce que voilà, c'est froid, toutes ces tombes blanches, ça, je sais pas, je sens de l'inhumanité, voilà, c'est ça. C'est ça, parce que si on fait le rapprochement avec tout ce qui a été dit pendant la canicule, où on nous a dit que ces gens-là, finalement, on leur a fait des obsèques presque nationales. Et ben là, c'est une tombe toute blanche, sans rien. Il n'y a pas de nom, il n'y a rien. Là, ça fait mal. Vous n'êtes jamais venu ici? C'est la première fois que je viens parce que voilà, c'était très difficile. Avec tout ce qui avait été dit, de faire la démarche, parce que de dire que maman, elle a abandonné sa fille, ça, je peux pas l'entendre. Que nous, ses frères et sœurs, on l'a abandonné, je peux pas l'entendre. C'est tellement facile de juger. En fait, qui c'est qui connaît les histoires de tous ces gens qui sont là? Qui c'est qui peut dire vraiment pourquoi ils sont là aujourd'hui? Au fil des années, le prénom de Patricia était devenu tabou dans la famille. On n'en parlait plus, elle existait toujours pour nous. Mais non, c'est vrai, on n'en parlait plus. Parce qu'en parler, c'était douloureux? Très, très douloureux parce que c'est quand même un être qui manque. Patricia n'est pas la seule oubliée de la canicule à avoir rompu les liens avec sa famille. À quelques mètres d'elle, la tombe est L812, un autre oublié. Ici, J. André Balato, terrassé par la vague de chaleur le 8 août 2003. Il avait 70 ans. André, c'est cet homme au centre, photographié ici en 1966 sur un chantier. Une photo lourde de sens. C'est peu de temps après sa prise qu'André a quitté femme et enfant. Aujourd'hui installés dans la région de Reims, ses 3 enfants, Geneviève, Christine et Alain, alors jeunes adolescents, n'ont jamais oublié ce jour-là. C'est maman qui m'a fait venir dans la chambre pour me montrer que l'armoire était vide. Il n'y avait plus d'objets personnels, plus rien. Il ne lui a pas dit? Non, rien. Il n'a rien dit, il est parti, il a disparu. Le matin, il était au domicile, il devait rentrer le soir, il n'est pas rentré. J'étais à la pêche avec un de ses copains sur le canal à Reims. Et puis donc mon père est venu le voir et il a discuté 2 secondes et il m'a dit au revoir. Et je me suis toujours demandé pourquoi il me disait au revoir. Il m'a dit au revoir, il m'a embrassé et je l'ai plus revu pendant 28 ans. C'était très très dur. Hein. Je me rappelle qu'à l'époque, on avait 10 francs par jour pour manger. Ouais, ça fait vrai. Hein? C'était pas le plus long. C'était très dur. Hein. Ouais, c'est-à-dire qu'elle ne travaillait pas, la maman Si, ma maman travaillait. Elle travaillait justement. Oui, mais il y avait les dettes énormément. Il y avait les dettes de mon papa à régler. Les dettes, c'est-à-dire je pense qu'il avait laissé pas mal de dettes à gauche, à droite. Il n'y avait pas de chéquier à l'époque où on utilisait peu. C'était par mandat. Et au lieu d'envoyer l'argent pour régler les loyers, il l'utilisait autrement. Donc il y avait des arriérés. Malgré la blessure de l'abandon, les 3 enfants ont recherché leur père André pendant des années.
Il leur faudra attendre 28 ans avant de le retrouver. Papa est parti, voilà comment il était. Il avait quel âge là? Il avait 35-36 ans. Ouais. Et donc nous l'avons retrouvé 28 ans après. Le voilà. Donc évidemment, il a beaucoup changé. Donc je lui avais demandé de m'envoyer une photo pour le reconnaître à la gare, parce que je n'aurais pas pris n'importe qui dans mes bras. Et puis voilà la petite carte qui accompagnait la photo. Baiser et amitié à tous, devinez qui je suis. Alors, comment ça s'est passé? C'est là où vous avez embrassé votre père pour la première fois depuis... Oui, depuis 28 ans, oui. Comment ça se passe alors? Sur le quai d'une gare. Ben, c'est intérieur, je peux pas dire, c'est dur à... Vous l'avez étreint? Comment ça s'est passé? Oui, tous les deux, oui. On s'est serrés très fort dans les bras et après un grand silence jusqu'à la maison, qui n'est pas très loin de la gare, mais bon, un grand silence. Et puis après, on a parlé comme si on s'était quitté la veille. Mais à un moment, j'ai voulu lui poser la question. J'ai dit, il faut que je lui pose la question. Pourquoi tu es parti? Il m'a répondu, c'est le destin, c'est la vie. Et là, alors? Mais là, encore un grand vide, quoi. Pour moi, c'était un petit peu différent parce que il y a eu cette étreinte, mais j'ai pas eu l'impression qu'elle était partagée. Moi, j'espérais qu'il y aurait un élan, qu'on se retrouverait vraiment. Mais j'avais plus l'impression de quelqu'un qui venait, qui regardait et puis qui s'en allait. J'ai été très déçue ce jour-là. Des retrouvailles sans suite, donc, et une nouvelle déception pour ces enfants qui n'ont finalement jamais su qui était vraiment leur père. À sa mort, en août 2003, quand ce père devient un oublié de la canicule aux yeux de tous, les 3 enfants sont blessés. Nous, les oubliés, c'est nous. Là. Dans le cas précis de notre père, les oubliés, c'est nous. C'est nous, à 28 ans sans nouvelles, c'est nous les oubliés. Enfin, j'ai ressenti un grand sentiment d'injustice au moment où on a vu ces images. C'est comme si on était maltraitant. Oui. Alors que c'est lui qui nous avait abandonnés, donc c'était un comble quand même. Ouais. Mais comme, ça fait mal. Ah, ça fait très mal, ça. On avait tout fait pour le retrouver. Enfin, dès qu'on nous a appelés pour nous prévenir de son décès, on est allé voir. Et puis, nous, on ne l'avait pas abandonné. C'est lui qui nous a abandonnés. André n'a jamais divorcé de leur mère Paola, même s'il se déclarait célibataire sur sa carte d'identité. Au décès de leur mère, en 1988, leur père n'est pas là, une fois de plus. Une absence que les enfants n'acceptent pas. Là, je m'en ai voulu. De ne pas être là à ce moment. Quand j'ai vu maman décédée, là j'ai dit c'est pas normal et puis c'est pas juste et donc là il y a eu pour moi il y a eu une cassure terrible. C'est pas juste de quoi? Que maman elle a souffert en plus, c'était un cancer du poumon donc elle a beaucoup souffert. Et elle a souffert, et puis elle est partie toute seule, enfin entre parenthèses toute seule, parce que Geneviève s'en est beaucoup occupée. Et là, j'ai pas accepté. Lorsqu'André meurt terrassé par la canicule en août 2003, les 3 enfants s'accordent aussitôt. Leur père n'a pas sa place ici, dans ce cimetière où repose leur mère. Ils n'ont pas été réunis en vie, donc c'est pas la mort qui peut les réunir. Ça, maman, il faut qu'elle reste toute seule et en paix. Il avait fait comme choix de vivre séparé de nous. Sa place n'est pas ici. Il est dans mon cœur parce que c'est mon père, mais sa place n'est pas ici. C'est très clair dans ma tête. C'est un choix de vie. S'il avait manifesté le désir d'être enterré auprès de maman, si, pourquoi pas, s'il nous l'avait dit. Mais les mots, il ne les a pas dit. Le silence, l'indifférence, c'est ce qui le caractérise pour moi. Dans la mort, comme dans sa vie, André Balato restera loin de sa famille à la division 58 du cimetière de Thiais, tombe L812. Également morte de chaleur en août 2003, Suzanne, une autre oubliée, gît ici, tombe L26.
Son fils unique, Jacques, explique que sa mère l'a abandonné à l'âge d'1 an. Elle aussi restera à Thiers, division 58. Un peu plus loin encore, parmi ces multiples caveaux réservés aux oubliés de la canicule, une autre histoire d'abandon se révèle. Tombe LJ11. Ici, J. Maria, 78 ans, morte seule en août 2003. Cette dame brune qui sourit sur la photo est la mère de Jean-Luc et Patrice. À 47 ans, Patrice n'a vécu avec elle que 4 ans. En 1976, alors sous les drapeaux, Patrice reçoit cette lettre écrite de sa main. Elle s'achève ainsi. « Ma porte est fermée pour toi et ton frère, que Dieu te garde, ta mère. » Patrice avait alors 19 ans. Aujourd'hui, sans dévoiler son visage, il témoigne par téléphone. Ces quelques lettres, je les ai gardées depuis presque 30 ans, là, parce que pour moi, c'est mon sauf-conduit, quoi. Ma mère a dû certainement souffrir. Ça, je suis sûr, je suis persuadé même. Mais bon, ma mère, elle a fait des choix. Quels qu'ils soient, je les respecte. Quels qu'ils soient, je dis bien. Elle a pris des engagements, elle a pris des décisions qui ont été dures, certainement pour elle, et qui pour moi ont été, pour moi et mon frère, qui ont été peut-être même plus dures à subir. Mais je le respecte. Et ce qui me fait mal dans tout ça, qui me fait le plus mal, c'est que des gens qui sont étrangers à ça, se permettent de juger. Et ça, je dis, c'est inqualifiable. Si j'avais les moyens, je les poursuivrais en justice. Parce que pour moi, c'est la diffamation. Ils ne savent pas par où on est passé. Ils ne savent pas pourquoi les gens ont pris ces décisions. Pour moi, c'est une insulte. Une insulte à mon honneur, à mon intégrité morale. Personne n'a le droit de dire des choses comme ça. C'est porter un jugement grave. Grave. Maria restera elle aussi à la division 58 du cimetière de Thiers, tombe LJ11. Aujourd'hui, les cerisiers du cimetière sont en fleurs. Nous sommes au début du mois de mai. Fabienne a pris son courage à 2 mains. Elle se rend sur le lieu de décès de sa sœur Patricia dans le 18e arrondissement de Paris. J'ai le sentiment, c'est pas comme au cimetière là. Là, j'ai le sentiment que je vais la rencontrer. Voilà, je vais savoir un petit peu sa vie, comment elle vivait. Fabienne est déterminée à en savoir plus sur cette sœur inconnue, sans visage, morte de chaleur à 44 ans. Elle a pris rendez-vous avec le gérant de l'hôtel où résidait Patricia. Je me présente, je suis la sœur de Patricia. Donc je sais qu'elle est décédée ici, donc je suppose qu'elle a vécu ici. Hamid, le gérant, connaissait bien Patricia. En fait, ma sœur a fait un choix de vie, donc on n'a plus de nouvelles d'elle depuis de très très nombreuses années. Une personne assez forte corpulence et qui prenait énormément de médicaments à l'époque de manière à pouvoir stabiliser un petit peu un état dépressif. Elle est venue à m'expliquer que elle avait été mariée. Elle a été mariée, que ça a été un mariage malheureux, catastrophique, etc. Donc on a dû abuser un petit peu d'elle. Et psychologiquement, ça a été trop difficile à supporter. Elle était très très amoureuse de cet homme, c'est l'impression que ça vous a donné. Jamais dit, mais elle a été très malheureuse. Elle est venue à m'expliquer qu'elle était un enfant de la DAS. Apparemment, ce n'était pas forcément la vérité. Donc elle vous avait dit qu'elle n'avait plus de famille en fait, c'est ça? Voilà, donc elle avait prétendu que sa maman était décédée lorsqu'elle avait 5 ans. C'est dur, c'est dur. C'est dur. Maintenant, elle avait certainement ses raisons. Hein. En même temps, c'est l'explication du fait qu'elle avait complètement tourné la page par rapport à nous. Le gérant conduit Fabienne jusqu'au dernier étage de l'hôtel où il a découvert sa sœur morte le 6 août 2003. Difficile, c'est le déclenchement de tout. Voilà, c'est ici que... Patricia est décédée ici, dans cette chambre numéro 26, aujourd'hui relouée, où elle a vécu pendant 5 ans. Malheureusement pour elle, elle avait une voisine qui est partie la veille. Quand vous avez senti cette... Donc j'ai frappé à sa porte. N'ayant pas de réponse, je suis redescendu chercher un double. J'ai refrappé à la porte, sans réponse, j'ai ouvert et ça bloquait quand même, donc c'était le poids de son corps qui était derrière la porte. Elle était derrière la porte, comme donc, si elle était prête à sortir pour demander de l'aide.
par rapport à 2 mois auparavant, elle n'était pas bien du tout. C'est-à-dire qu'elle se laissait aller, c'est ça? Non, c'était indépendant du caractère, si vous voulez, c'était physique. Physique, c'était physique. C'était le bout du rouleau, si je puis l'exprimer ainsi. Il arrive à un seuil où à un moment on n'a plus la volonté, on n'a plus la force. Donc la preuve, moins de 24 heures après, elle était décédée. Elle était décédée, oui. Jusqu'à ce jour, Hamid ignorait que Patricia avait de la famille. Garder ses effets personnels. Il a pourtant soigneusement gardé toutes ses affaires dans la cave et propose aujourd'hui à Fabienne de les récupérer. Une épreuve pour la jeune sœur. Donc là, vous avez déjà 4 grands sacs. Tout ça, c'est uniquement que des vêtements. Vous en avez encore 2 là. On va en avoir quelques-unes, donc tout est là. Elle aimait les peluches. Vous vous souvenez l'avoir vue dans... Absolument, oui. Elle aimait s'habiller? C'était pas quelqu'un qui conduisait. Ça, c'est encore ses affaires. Un téléviseur, et puis bon, ce qui vous intéressera le plus, je pense, c'est dans ce... Ça, c'est son sac à main. Son sac avec... Ça, c'est vraiment ses effets personnels, en fait. Donc, ça me fait plaisir de le trouver, parce que là, j'ai l'impression que dans ce sac, j'ai trouvé une part de sa vie, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est... Comme elle nous avait finalement rayé, que peut-être elle n'aurait pas apprécié comme ça, qu'on vienne s'occuper de son petit univers. Je ne sais pas comment traduire ça. Ça, c'est vraiment son intimité propre, où nous, on était exclus. Pour débarrasser, Effectivement, dans l'album photo qu'elle extrait du sac de sa sœur, Fabienne ne trouve aucune trace de sa famille. C'est un chien, des bébés. Je sais pas. Non. Elle n'identifie personne. Tous ces gens, tu les reconnais pas? Non. Une photo attire enfin son attention. Au centre, elle reconnaît cette sœur Patricia restée sans visage depuis des années. Également dans l'album, cette carte postale. Patricia l'a adressée à son mari en 1994, 7 mois après leur mariage, le temps du bonheur. Coucou, c'est moi. Lis bien ce qu'il y a d'écrit sur cette carte. C'est tout à fait mes traits de caractère. Quand je me trouve dans un climat d'ambiance chaleureuse, je pense bien à toi. Bisous, bisous. C'est les cartes que l'on trouve où on dit en fonction du prénom quel genre de personnalité on est. Alors, qu'est-ce qu'elle dit ? Charmante, dynamique, sociable, courageuse et volontaire, c'est la générosité incarnée. Au fond du sac encore, le temps du malheur. Prière pour les causes difficiles ou désespérées. Ça aussi, c'est pas... Elle était croyante. Très croyante. Il y avait quelques photos de Sainte Vierge, du Christ qui était chez elle. Ce livret religieux en dit long sur les souffrances de Patricia. Ça fait bizarre de prendre son sac comme ça. Après hésitation, Fabienne ressort finalement de l'hôtel, le sac de sa sœur en main. C'est vraiment peu de choses de sa vie, hein. Si sa vie se résume juste à ce petit sac à main, c'est peu de choses. C'est peu de choses. Ça, c'est son livret de famille. C'est malheur. 14 mai 94, 10h10. Elle s'est mariée à Paris, 17e arrondissement. Elle ne savait pas que ça allait lui apporter autant de souffrance. Qu'est-ce que c'est? C'est marrant, hein? Ça doit être quelque chose qui devait lui tenir très à cœur. Ouais. Parce que c'est un pompon. Voilà sa croix. Ça, c'est un morceau de chapelet, non? Elle est très très croyante, hein. Maintenant, je la comprends, hein.
ça a été cassé. Elle a dû vraiment beaucoup chercher du réconfort dans cette croix. Ouais. Je pense que quand tout vous a abandonné, tout va de travers, que tout... qu'est-ce qui reste? Il reste des prières, et Patricia en a même écrit sur ce petit carré de papier que Fabienne découvre au fond du sac. Ô chère Sainte Rita, exauce mes vœux, faites que les droits que j'ai acquis ne me soient pas enlevés. Faites que j'ai la CMU, tout l'argent de mon accident, prière pour ma maman et mon papa qui sont auprès de Dieu. Hélas, la sœur de Fabienne est morte avant que ses prières ne soient exaucées. Nous sommes le 28 mai 2004. Aujourd'hui, au cimetière de Thiers, la plaque de Patricia est arrivée. Le fossoyeur la colle sur la tombe est le 4. Patricia, morte seule un été de canicule, aura désormais un nom et une histoire à la division 58. À l'entrée du cimetière, chacun ici arrive avec une histoire personnelle, un vécu différent, parfois douloureux. Bonjour, nous allons sur la tombe de monsieur Auguste von Briesen. Vous connaissez l'emplacement? Oui, c'est juste c'est la parcelle 6, je crois. Vous allez tout droit, ce sera la 6e allée sur votre gauche. D'accord, merci beaucoup. La jeune femme qui descend du véhicule accompagnée de son mari s'appelle Anastasia. C'est la fille d'Auguste von Briesen, mort seul dans son studio lors de la canicule d'août 2003. À 68 ans, ce peintre a été présenté par la presse comme un artiste maudit, mort dans la misère. Dernier de la liste des oubliés de la canicule, Auguste von Briesen n'a pas été inhumé à la division 58 du cimetière de Thiers, mais un peu plus loin. T'as vu, ils ont mis la stèle. À la division 6, selon la volonté de ses enfants, et ce, malgré des relations difficiles. Vous êtes venu là il y a longtemps? La dernière fois que je suis venue ici, c'était pour enterrer mon père, en fait. Et je ne suis pas venue depuis. Je ne sais pas pourquoi, sans doute par peur, par lâcheté, je sais pas. Pourquoi par peur, par lâcheté? Je sais pas, c'était trop douloureux. C'est idiot, mais c'est comme ça. Finalement, en revenant ici, j'ai l'impression de... Là, ça devient encore plus concret, en fait, qu'il soit parti. Anastasia ne voyait plus son père depuis 2 ans lorsqu'elle a été avertie de son décès. Qu'est-ce qui s'est passé l'été dernier? En fait, quand nous sommes rentrés de vacances, on a reçu une lettre recommandée de la ville de Paris nous annonçant que mon père était décédé. Alors j'ai mis à peu près 1 heure à réaliser ce qui se passait. Je n'ai pas très bien compris. Et ensuite, ça a été une espèce d'enchaînement de coups de fil pour essayer de savoir où il était, que faire. Parce que dans le courrier que j'avais reçu, on m'annonçait qu'il avait déjà été enterré, en fait. Et ce n'était pas vrai. Ensuite, on nous a dit non, il faut aller le reconnaître. L'Institut médico-légal. Voilà, l'Institut médico-légal. Donc on s'y est rendu et puis on m'a dit non, vous ne pouvez pas le faire parce qu'il n'est pas en état d'être vu. Et en fait, on avait la matinée pour organiser les obsèques sinon il partait avec la liste des gens. Voilà, les autres personnes et il aurait été enterré par le président Chirac. Et je pense que finalement, c'est ce qu'il aurait sans doute préféré. C'est-à-dire? Il était quelqu'un de très imbu de sa personne et il aimait bien tout ce qui brillait. Et je pense que si on lui avait donné le choix, est-ce que tu préfères être accompagné par tes enfants ou par M. Chirac, il aurait préféré M. Chirac. Est-ce que c'était quelqu'un d'abandonné? Oh non, pas du tout. En fait, c'est lui qui a décidé de terminer tout seul. On avait des relations très difficiles avec lui et on avait beau lui tendre la main, en fait, il a refusé. Il vivait dans son monde et c'est lui qui a malheureusement décidé de finir tout seul. Nous, on n'a jamais abandonné
Auguste von Briesen, on a plutôt été vers lui pour essayer de construire. Et lui, il n'a pas accepté. Et je pense qu'il n'y a pas que nous qui ont vécu ça, il y a aussi d'autres familles. Et je pense que c'est un petit peu dommage et décevant de voir à quel point on utilise dans les médias les gens en les salissant à moitié, quoi. C'est vrai que c'est très triste, toutes ces personnes qui sont parties à cause de la canicule, mais chaque personne a une histoire derrière tout cela et que ce ne sont pas forcément tous des personnes qui ont été abandonnées par leur famille. Certains, comme mon père, ont décidé de vivre cela. Et donc j'ai lu plusieurs articles qui m'ont beaucoup blessée par rapport à ça. Mais en fait, il a consacré toute sa vie à ses œuvres d'art et à se faire connaître. Et donc, en fait, ses enfants avaient peu d'importance en fait, pour lui. Et on était des outils, des accessoires, mais on n'était pas vraiment des enfants. Auguste von Briesen était bien un isolé volontaire, comme on en trouve de plus en plus dans les grandes villes. L'artiste savait aussi jouer des apparences. Mais ici, c'est là où j'ai passé toute mon enfance avec mon frère et ma sœur. Enfin, ici, surtout avenue Montaigne, puisque on a vécu au 16, puis au 8. Ma sœur a vécu quelque temps avec mon père au 33. Quand on est arrivé, on a vécu juste en face, au Place Athénée. C'est des adresses prestigieuses? Je crois, oui. Mon père souhaitait toujours vivre... il a vécu en France parce que c'était le plus beau pays du monde pour lui. À Paris parce que c'était la plus belle ville. Et avenue Montaigne parce que c'était la plus belle avenue du monde pour lui. Derrière cette adresse prestigieuse, il y avait quoi? Il y avait un petit studio où on vivait à 4. Il y avait une entrée, une grande pièce, la salle de bain et la cuisine derrière. Donc mon père avait occupé l'espace de la pièce principale. Et dans la cuisine, en fait, il avait monté des lits à étage. Dans la cuisine? Oui, dans le couloir qui menait de l'entrée à la cuisine. C'était un petit couloir qui faisait la longueur d'un lit, 1,90 m. Et donc le lit à étage rentrait juste là. Et c'était là où mon frère, ma sœur et moi, c'était nos quartiers, comme disait mon père. Quand il recevait de la visite, il disait « Retirez-vous dans vos quartiers ». Voilà, et tout était comme ça, c'était que dans l'apparence. Il y avait toujours ces moments où il gagnait énormément d'argent, mais qu'il dépensait tout de suite. 3-4 jours après, il n'y avait plus rien. Déjà, il s'en servait pour payer les dettes et puis ensuite pour investir. Il n'était pas si maudit que ça, alors, comme peintre? Non, je ne pense pas. Je crois que c'est ce qui est devenu sa vie d'artiste. C'est lui qui, par sa maladresse et en ne voulant faire confiance à personne, qu'il a réduit à ce que c'était. Mais non, ce n'était pas un peintre maudit, non. Cela fait bien longtemps qu'Anastasia ne sourit plus aux côtés de son père. Surtout depuis que celui-ci, peu de temps avant sa mort, l'a traduite en justice pour obtenir d'elle de l'argent. Donc voilà un petit résumé de ma vie avec mon père. Enfin, surtout du procès, en fait. Voilà. Là, c'est tout ce que j'ai récupéré lors du procès que mon père nous a intenté pour obtenir une pension alimentaire. Il y a quelques temps de cela, donc peu de temps avant sa mort, j'avais reçu une lettre très menaçante. Je vous conseille d'apporter à votre père et de votre propre initiative un minimum de 4 000 francs par mois, et ce rétroactivement à partir de janvier 1999 et jusqu'à nouvel ordre. Vous pouvez, en fonction de vos revenus respectifs perçus en France, partager cette responsabilité avec votre sœur Arabella avant que je ne m'adresse aux tribunaux. J'ai été très blessée en recevant cette lettre, mais j'ai voulu quand même faire quelque chose parce que malgré sa façon de s'adresser à nous, il était important que j'essaye de faire de mon mieux pour lui. La réponse a été? La réponse a été une assignation à comparaître au tribunal pour... on a appris que mon père nous intentait un procès pour obtenir une pension alimentaire. Pour en faire quoi alors? Pour dépenser encore cet argent, pour se faire connaître, pour se consacrer à ses œuvres. C'était son seul objectif dans la vie. Tout tournait autour de sa célébrité et de la reconnaissance de ses œuvres. Paris, 16e arrondissement, rue Prokofiev. C'est ici, dans un studio de la municipalité, qu'Auguste von Briesen a été retrouvé mort en août dernier. Ce matin, Anastasia rencontre la personne chargée de la reprise de l'appartement de son père.
c'est assez dur, j'ai un peu de mal là, je sais pas. Qu'est-ce qui est dur, Anastasia? Je vais rentrer dans l'appartement où habitait mon père et je vais... La première fois? Oui, puis je vais trouver l'endroit où il est décédé et le monde dans lequel il vivait, ça m'angoisse. Mais... Jamais, du vivant d'Auguste Van Briesen, elle n'avait franchi le seuil de cette porte. Anastasia hésite encore avant de pénétrer dans ce lieu où son père est mort seul, puis explose en larmes. C'est pas possible. Le studio où il vivait est dans un état effroyable, sans dessus-dessous. Anastasia ayant refusé la succession de son père pour cause de dette, c'est l'administration des domaines qui s'est chargée de l'inventaire des biens. Je trouve pas de mots, je suis dégoûtée. C'est un véritable saccage. Ce sont ces agents qui ont laissé ce studio dans cet état. Ils ont saisi les peintures du père d'Anastasia et dévasté des kilos de papier qu'archivait le procédurier Auguste Van Briesen. C'est complètement indigne. Il était ce qu'il était, mais c'est pas parce qu'il est parti qu'on lui doit plus le respect. Et ça, c'est lui manquer de respect. Dans ce fratras, Anastasia cherche comme elle le peut des traces de son enfance et elle trouve. Il y a tout un tas de photos là. Ça, c'est quand j'étais une petite fille, un petit bébé. Oh, j'adorais cette photo. Les photos de moi quand. Ça, c'est ma maman et moi. Je devais avoir 2 ans là-dessus. Merci beaucoup Frédéric, parce que sans vous, j'aurais jamais pu récupérer tout ça. J'en aurais 2 comme ça. Les recherches durent des heures. Il était là, oui, là. Finalement, en Là, milieu d'après-midi, vas-y, là. Anastasia fait une découverte pour le moins inattendue. Ah, il y a quelque chose de marqué dessus. Un transport musée. Oh, il y en a 3. Oh là là. De ce carton, Anastasia extrait 3 tableaux de son père. Dans leur précipitation, les domaines les ont oubliés. Oh là là. Et puis il y en a 3, ça fait un pour chacun. Nous. Oh là là. Auguste Van Briesen n'avait jamais offert de son vivant le moindre original à sa fille. Aujourd'hui est un grand jour pour elle. En fin de journée, Anastasia quitte le studio, ses tableaux en main. Si ses enfants n'avaient pas pris en charge sa dépouille, Auguste Van Briesen se serait retrouvé à l'arrière de ce camion frigorifique des services funéraires de Paris. Nous sommes le lundi 5 avril 2004. Comme tous les lundis, le fourgon se rend à l'IML, l'Institut médico-légal, dans le 12e arrondissement, installé dans ce grand bâtiment de briques rouges. Le fourgon vient récupérer des cadavres sans famille, des oubliés, sans canicule. L'IML nous a interdit de filmer le chargement des cercueils, mais cependant, vous allez entendre la voix de Cécile Roca, responsable du collectif des morts de la rue, qui assiste à ce chargement. Vous pouvez nous expliquer ce qui va se passer? Ce matin, donc, nous allons accompagner 5 personnes qui sont mortes et dont personne n'a réclamé le corps. Soit que les familles n'aient pas été retrouvées, soit que les familles aient refusé de les enterrer. Depuis janvier 2004, les bénévoles de cette association ont obtenu l'autorisation d'accompagner ces morts non réclamés. Le fourgon frigorifique quitte l'Institut médico-légal avec 5 cercueils à l'arrière et 3 bénévoles à l'avant. Quai de la Râpée, le chargement a duré 10 minutes, au plus. Dans le jargon funéraire, on appelle cela un convoi collectif, convoi gratuit, réservé en général aux indigents, aux sans domicile fixe et de plus en plus désormais aux nombreux Parisiens qui meurent seuls. Le fourgon emprunte la nationale 7, la route du cimetière de Thiers. Avant 1999, certains de ces cadavres servaient d'abord aux élèves de l'école de chirurgie. L'année dernière,
600 corps non réclamés par leurs familles, dont les oubliés de la canicule, ont ainsi été conduits dans ces convois collectifs à Thiers, surnommé le cimetière des pauvres. Second plus grand cimetière d'Europe, Thiers est surtout connu des Parisiens pour ses divisions réservées aux indigents. C'est d'ailleurs là que se dirige ce matin le fourgon et ses cercueils. Depuis la canicule, la division 58 affiche complet. Aujourd'hui, ces morts solitaires seront inhumés juste à côté, division 57, sans grande funérailles. Les 3 bénévoles de l'association et le fossoyeur sont prêts pour la cérémonie d'accompagnement. Dans ce premier cercueil repose Stéphania. Personne ici ne connaît cette femme. Cécile, Francis et Janine, les bénévoles du collectif des morts de la rue qui viennent à son enterrement ce matin, ne possèdent pas non plus le moindre détail de sa vie. Ils ignorent également tout des circonstances de son décès. Cécile a préparé pour l'inconnue Stéphania un dernier hommage. Nous ne savons que votre nom, votre âge, 54 ans. Nous ne savons rien de vos pensées, révoltes, voyages ou émerveillements. Peut-être avez-vous eu des enfants, peut-être des frères et sœurs. Il y a peut-être quelque part quelqu'un qui vous aime et qui n'a pas été prévenu, qu'on n'a pas retrouvé. Et c'est pourquoi nous restons ici un peu. Les bénévoles se recueillent une dernière fois, puis les fossoyeurs referment la tombe sur le cercueil de Stéphania. Comme les oubliés de la canicule, Stéphania restera dans cette division 5 ans. Si d'ici là personne n'a réclamé son corps, elle fera l'objet d'une crémation au cimetière du Père-Lachaise, comme les autres morts solitaires inhumés en ce matin d'avril. C'est important d'être là ce matin? Je crois que c'est pas tellement pour eux que c'est important, eux ils sont morts. Que c'est important par contre c'est important d'avoir les yeux ouverts sur cette réalité de personnes qui ne sont pas accompagnées. C'est important d'y être présent comme être humain. Dire si... Je ne sais pas très bien comment dire, mais si on n'accompagne pas ces personnes, c'est une manière d'accepter que des personnes soient considérées comme du déchet. C'est-à-dire que le fait qu'on soit présent, en dehors du fait qu'on assure un accompagnement humain, fait que, que ce qui se passe ici devient quelque chose qui n'est pas confidentiel. Il faut se rendre à l'évidence. La canicule d'août 2003 n'est qu'un révélateur d'un phénomène qui se déroule tout au long de l'année dans la capitale. Les Parisiens solitaires, comme André, Patricia et Auguste, sont de plus en plus nombreux à mourir seuls. 15e arrondissement. Ici, Philippe, fils unique, célibataire et sans enfant, est mort seul cet été de canicule. Selon la gardienne de son immeuble, il n'était ni oublié, ni pauvre. Tous les 3 mois, à peu près, il avait un montant très important. Oui. En moyenne, dites-nous qu'on ait une évaluation un peu. Très important, disons tous les 3 mois. Je ne sais même plus si c'était tous les 3 mois ou tous les mois. Quelque chose de 4 000 à 5 000 euros. Hein. Donc, mais on a vu monsieur sans avoir à manger, demander aux voisines, là, parce qu'il donnait son argent. Il donnait son argent à beaucoup de personnes. Distribué, quoi. Oui, distribué. Tous les midis, Philippe déjeunait ici, dans cette brasserie située juste en face de chez lui. À sa table, il était toujours accompagné et l'addition, c'est en général lui qui l'a réglée. Mireille, aujourd'hui, en témoigne. Il arrosait. Évidemment, quand vous arrosez, vous avez toujours du monde autour de vous. Ouais. C'est évident. Il n'était pas fou, c'est pas quelqu'un... Non, loin de là, oh là là, il avait bien la tête sur les épaules. Pendant qu'il était à l'hôpital, je ne voyais plus les copains, ses fameux copains, copines. Et le jour où il est revenu, mais alors, presque pile à l'heure, ils sont tous revenus. Et moi, ça a été plus fort que moi, je lui ai dit, je lui ai pris à part, je lui ai dit, Philippe, quand même, je ne trouvais pas que c'est un peu... Hein? Il m'a dit, mais je le sais bien, madame Tâche. Donc finalement, il a acheté un peu de la relation, quoi. Voilà, c'était tout à fait ça. D'accord. Je m'en fous de toute façon. Donc il se voyait, il savait... Demain, je suis peut-être mort, mais il n'avait pas peur de lui.
Est-ce que c'est un gâchis un peu pour vous? Un échec, un gâchis? Je ne sais pas comment... Non, parce que c'est vraiment lui qui a fait le choix de cette vie, donc il était heureux comme ça. C'est un gâchis quand les gens ne sont pas conscients et qui subissent. Qui subissent. Mais lui, il l'avait imposé, il avait choisi comme ça. Philippe n'était ni un oublié, ni un abandonné. Il avait choisi son mode de vie, et dans la capitale, il n'est pas le seul. Dans ce bel immeuble qui surplombe le jardin du Luxembourg, tout le monde connaissait l'Espagnol Pedro, veuf et sans enfant, terrassé par la vague de chaud en août 2003. Il vivait avec une dame qui était peintre, et quand elle est morte, il a hérité de elle. Ouais. Il n'a jamais trouvé de sa vie, Julien. Ah bon? Non. Comment savez-vous? Parce qu'il disait jamais... On lui parlait de temps en temps. Ah d'accord. Et C'est un brave homme. il n'a jamais travaillé? Oh non, je ne l'ai jamais été énervé sur le boulot, non. Pedro prenait l'escalier de service de cette tour pour accéder ici, au dernier étage où il vivait depuis des années. Propriétaire de 5 studios mis sous scellé après son décès, personne ici ne venait jamais le visiter. Et il n'avait pas d'amis? Il n'avait pas d'amis, non, il n'y avait personne qui venait. Il y avait personne qui venait, il essayait de vendre parce qu'il voulait aller vivre en Auvergne, il voulait s'acheter une petite maison à la campagne. Je pense que c'était quelqu'un qui s'était isolé, il n'était pas très facile d'accès. Moi, de temps en temps, je le faisais monter. Non, mais de temps en temps, si je le voyais en bas, d'abord, il ne me reconnaissait jamais, alors qu'on se croisait quand même peut-être toutes les semaines. Je lui proposais de monter, parce que lui, il montait les 7 étages à pied, de passer par l'appartement, de prendre l'ascenseur et de... Voilà, c'est tout, mais on n'avait pas vraiment de dialogue. Bon, de temps en temps, je lui disais, vous faites un peu de bruit le soir. On avait des rapports de bon voisinage. Mais Et c'est quelqu'un qui n'a jamais essayé de lier, de tisser... Non, pas plus, parce que je sais qu'en fait, la dernière fois que tout le monde l'a vu, il y avait une fête, on a eu une fête d'immeuble, et qu'il est vraiment resté isolé, complètement dans son coin, et qui... Voilà, mais il était quand même là. Mais c'est quelqu'un qui se mettait à l'écart, alors. Qui se mettait à l'écart, oui. Sans la canicule, les dépouilles de Pedro et Philippe se seraient retrouvées dans un convoi collectif à l'arrière de ce fourgon frigorifique des services funéraires de Paris, dépourvu de leur histoire. Ce matin, le fourgon transporte 4 cercueils et 3 bénévoles du collectif des morts de la rue. Comme à l'accoutumée, il se dirige vers le cimetière de Thiers pour procéder aux inhumations. Nous, on a une liste de gens, des gens qu'on enterre aujourd'hui. Voilà, c'est les 3 derniers, là. Donc il faut qu'on sache dans quel ordre ça va se passer. Alors, comment il s'appelle C'est un Indien. Sri Lanka. Sri Lanka. Ouais, Atu Vatim. Lieu inconnu, on ne sait pas. Donc avec le nom, on se dit peut-être qu'il est africain ou antillais. Et le dernier, Tino Henry. Voilà, et là par exemple ce matin, on a rencontré une dame qui était là, qui venait l'accompagner. C'est qui alors qui s'appelle Rachel, qui est là, et qui connaissait ce monsieur. Bonjour, et qu'on l'a amené avec nous. Tino, qui repose dans ce cercueil, a de la chance. Grâce à Rachel, bénévole dans sa maison de retraite, Tino ne sera pas enterré sans histoire, sans mémoire. Grâce à elle également, on sait que personne n'a pris le temps d'habiller sa dépouille avant de fermer le cercueil. C'est cela aussi, mourir seul. On était amis depuis quelques années. On nous a laissés. C'est de belles paroles que les amis de Morts de la rue nous ont données pour te dire. Je suis debout au bord de la plage. Un voilier passe dans la brise du matin et part vers l'océan. Il est la beauté, il est la vie. Je le regarde jusqu'à ce qu'il disparaisse à l'horizon. Quelqu'un à mon côté dit « il est parti ». Parti? Vers où? Parti de mon regard, c'est tout. Tino restera 5 ans dans cette division avant de faire l'objet d'une crémation au cimetière du Père-Lachaise. Grâce à Rachel encore, on sait que personne ne viendra plus réclamer son corps. Il était marié avec une Chinoise qui est morte trop tôt. Il avait eu 2 enfants, mort aussi, tout petit. Donc sa vie, c'était vraiment un roman. Donc il était tout seul Il était tout seul là. Les autres morts du convoi de ce jour resteront des inconnus, inhumés en présence d'inconnus bénévoles, comme Francis, Micheline et Hélène,
conscients de ce grand vide. Ces gens ont eu un poids de vie et un des messieurs était âgé. Beaucoup sont nés loin, ont eu probablement, comme disait Rachel, une vie difficile. Non, on ne meurt pas seul. Puis je trouve très choquant qu'en France, dans ce pays qu'on aime, on puisse mourir seul. Je trouve ça indigne de nous. Mais comment alors accompagner dignement ces personnes décédées quand elles se sont elles-mêmes isolées de leurs vivants ? Les caveaux du cimetière de Thiers, hier encore réservés aux indigents, sont désormais de plus en plus occupés par ces morts solitaires. Nous sommes le lundi 24 mai 2004. Comme chaque lundi, le fourgon frigorifique franchit le seuil du cimetière de Thiers, chargé de cercueils de Parisiens morts seuls, dépourvus de leur histoire, comme les oubliés de la canicule. Des accompagnements désormais rituels. On sait qu'il y a une femme qui s'appelle Claudine, qui est née en 1938. Un homme qui s'appelle Lucien, qui est né en 1946. Il y a un homme qui s'appelle Allard, qui est né en 1918. Voilà, on ne connaît pas grand-chose d'autre d'eux. Une date de naissance, un lieu de naissance, voilà. Il y a aussi Gérard de Pierrepont, 54 ans. C'est lui qui repose dans ce cercueil. Sans domicile fixe, Gérard est mort dans la rue. Il était connu de l'association Antigel, représentée ici par Marie-Paul, qui lui rend un dernier hommage. Gérard, une étincelle jaillit dans ton regard et nous réchauffe nous aussi. Tu seras toujours présent au fond de nos cœurs. Au revoir, Gérard. Il faut dire qu'à l'origine, ces accompagnements de bénévoles ont été créés pour éviter aux SDF de la capitale de mourir seuls. Personne n'imaginait alors que les Parisiens munis d'un toit et d'une adresse étaient les plus nombreux à mourir en solitaire, comme Claudine en ce matin de mai. Claudine, nous vous devons d'être là pour cette humanité commune qui est la vôtre et la nôtre, au nom de tous les êtres humains qui, depuis la nuit des temps, ont accompagné leur mort et qu'on a reconnus ainsi comme êtres humains. Nous ne savons rien de vous, ni de vos colères, ni de vos amours, ni des enfants que vous avez peut-être eus, ni de vos parents, ni de ceux qui peut-être se demandent quelque part ce que vous devenez et qui ne savent pas que vous êtes morte aujourd'hui. Bien pauvrement, on est là pour les représenter et pour vous accompagner. Maintenant que l'on ne peut plus ignorer ce phénomène révélé par les oubliés de la canicule, quelle doit être notre responsabilité face à ces dépouilles solitaires de plus en plus nombreuses à être dépourvues de leur histoire au moment de leur mort? Une chose est sûre, on ne peut plus se contenter d'accuser les familles. Il y a 5 ans que mes fils se sont pas parlé. Et moi, il y a 5 ans que je les vois presque plus. Je me sens seul. Qu'est-ce que t'as raconté? On a parlé de mes problèmes de santé. J'en ai un peu rajouté. Rassure-toi, c'est pas une petite opération qui va m'avoir. Si on allait faire un petit voyage tous ensemble. T'as réussi à convaincre Max et David de partir ensemble? Parfaitement. Et tu vas aller où? Voir les baleines. Mais pourquoi les baleines? Mais pourquoi pas les baleines? Un père, au crépuscule de sa vie, prêt à tout pour reconquérir l'amour de ses enfants. Tu t'es dit que le meilleur prétexte pour les réunir une semaine en vacances,